Lorsque ma fille a été transférée au service de réanimation, j'ai écrit sur le groupe familial, elle est dans un état critique. Nous avons besoin de vos prières. Mon frère a simplement répondu avec un emoji pouce levé. Personne n'est venu. Un mois plus tard, alors que je dormais toujours dans la salle d'attente de l'hôpital, j'ai consulté mon téléphone. 83 appels manqués. Un message de ma mère, c'est urgent. J'ai répondu. Quand ma fille luttait pour sa vie en soins intensifs, mon frère m'avait envoyé un pouce levé. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en moi. Les médecins venaient de m'annoncer que Léa ne passerait peut-être pas la nuit. Des machines respiraient pour elle. Elle était entourée de tubes. Je suis sortie dans le couloir parce que j'avais l'impression que les murs se refermaient sur moi. Et j'ai tapé cette unique phrase dans le groupe WhatsApp de la famille, elle est dans un état critique. Nous avons besoin de vos prières. Marc a répondu avec un pouce levé, pas d'appel, pas de nouvelles, juste ça. Ma sœur, Chloé, n'a pas répondu du tout. Ma mère a lu le message et est restée silencieuse pendant des heures avant de m'envoyer un SMS en privé, tiens-nous au courant. C'était tout. Aucune proposition de venir, aucune question sur l'hôpital, rien. Léa a 8 ans. Elle s'était effondrée lors d'un goûter d'anniversaire après avoir mangé une part de gâteau. Au début, ils ont pensé à une allergie, puis à une arythmie cardiaque, puis à quelque chose de neurologique. Chaque spécialiste avait une théorie différente, et aucun ne semblait certain. Au moment où ils l'ont transférée en réanimation, j'étais dans un état de choc total. La première nuit, j'ai dormi sur une chaise en plastique dans la salle d'attente car les heures de visite se terminaient à minuit. Je me disais que quelqu'un arriverait au matin. Ma mère vivait à 40 minutes de là. Marc habitait à peine à 1 heure. Chloé était en télétravail et pouvait être n'importe où. Personne n'est venu. Au 3e jour, j'ai arrêté de guetter le couloir à chaque bruit de pas. Au 5e jour, j'ai mis le groupe familial en sourdine après que ma tante Françoise a envoyé une vidéo de sa nouvelle cuisine équipée. Au 8e jour, l'assistante sociale m'a demandé sur qui je pouvais compter. J'ai répondu, ma famille. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Peut-être parce qu'admettre que j'étais seule était plus douloureux que de l'être réellement. Les semaines se sont confondues. Les règles strictes de la réanimation. Le café de la même machine automatique. La même infirmière nommée Valérie qui travaillait de nuit et me demandait toujours si j'avais mangé. Ma famille continuait de publier des photos de leur vie normale, des déjeuners dominicaux, une sortie en mer, le nouveau SUV de Marc. Pas un seul n'a franchi les portes de cet hôpital. À la 4e semaine, je n'attendais plus rien de personne. Puis, ce matin, je me suis réveillée dans la salle d'attente avec mon téléphone déchargé sur la poitrine et la nuque bloquée par la position sur la chaise. J'ai emprunté un chargeur au poste des infirmières et je l'ai branché près des distributeurs. Quand l'écran s'est allumé, il s'est figé un instant avant que les notifications n'affluent. 83 appels manqués, la plupart de ma mère, 3 de Marc, 2 de Chloé, et un message de ma mère envoyé à 3h12 du matin, c'est urgent. Ma première pensée a été qu'il était arrivé quelque chose à l'un d'entre eux. Ma seconde pensée a été que ça ne pouvait pas concerner Léa, car quand il s'agissait de Léa, personne ne venait. J'ai répondu, qu'est-ce qui se passe ? Les bulles de saisie sont apparues immédiatement et le message qu'elle m'a renvoyé a clairement expliqué pourquoi il s'était soudainement souvenu de mon existence. La réponse de ma mère tenait en 3 mots, on a besoin de toi. C'était tout. J'ai fixé l'écran, attendant la suite. Quelque chose sur Léa. Une question sur son état. N'importe quoi. Rien n'est venu. J'ai tapé en retour, je suis à l'hôpital. Léa est toujours en réanimation. Elle a appelé immédiatement. Je suis sortie car les portes de l'unité étaient verrouillées et je ne voulais pas prendre l'appel devant les infirmières. Maman n'a pas posé de questions sur Léa. Elle est allée droit au but. Marc avait eu un accident la veille au soir. Son nouveau SUV avait fait des tonneaux sur l'autoroute. Il était vivant, mais il devait être opéré d'urgence. Ils allaient le transférer dans un plus grand hôpital. Le plus grand hôpital, c'était le mien.
Le bâtiment même où Léa luttait pour respirer. Pendant une seconde, j'ai cru à une sorte de coïncidence macabre. Puis ma mère a dit quelque chose qui a aggravé la situation, on leur a dit que tu travaillais dans la gestion. Ils ont besoin de quelqu'un pour s'occuper des papiers administratifs, de la prise en charge et du dépôt de garantie pour la clinique privée à Nantes. Tu es doué pour ces trucs-là. J'ai senti ma mâchoire se crisper. Cela faisait 4 semaines que je dormais dans une salle d'attente. Elle a continué. Ils étaient dépassés. L'hôpital posait des questions sur sa mutuelle. Marc n'avait pas encore de couverture complète parce qu'il venait de changer de job. Il y aurait des frais importants à avancer immédiatement. Nous ne pouvons pas couvrir ça pour le moment, a-t-elle dit. Est-ce que tu peux aider? Juste le temps qu'on trouve une solution. J'ai attendu qu'elle mentionne Léa. Elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle a dit, comme tu es déjà à l'hôpital, c'est logique que ce soit toi qui coordonne tout. Coordonner, comme si j'étais une sorte d'assistante. Je lui ai demandé si Marc avait pris des nouvelles de Léa. Il y a eu un silence. Il souffre beaucoup, Diane, a été sa seule réponse. J'ai raccroché avant de dire quelque chose que je pourrais regretter. Je suis retournée en réanimation. La chambre de Léa était sombre, les machines bourdonnaient autour d'elle. Sa petite main était encore chaude dans la mienne. Pendant un instant, je me suis autorisée à rester là et à respirer. Puis mon téléphone a vibré à nouveau. Un message groupé cette fois. Marc, Diane, j'ai appris que tu étais là. Tu peux parler à l'admission pour moi? Chloé, maman dit que tu sais comment gérer ces dossiers. S'il te plaît, aide-le. S'il te plaît, aide-le. Les mêmes personnes qui n'avaient pas pu faire 40 minutes de route pour voir ma fille avaient maintenant besoin que je gère leur crise. J'ai tapé un message, ma fille est dans ce service de réanimation depuis 29 jours. Aucun d'entre vous n'est venu. Personne n'a répondu tout de suite. 5 minutes plus tard, ma mère a envoyé, c'est différent. J'ai regardé Léa à travers la vitre. Différent en quoi? Je n'ai pas répondu à ma mère. Au lieu de cela, je suis descendue vers l'aile chirurgicale parce que je savais déjà ce qu'ils allaient faire. Ils allaient apparaître. Pas pour Léa, mais pour Marc. Et j'avais raison. 1 heure plus tard, je les ai vus près des ascenseurs. Ma mère, Chloé et ma tante Françoise, toutes debout en cercle serré comme s'il s'agissait d'une réunion de famille. Marc était sur un brancard, pâle mais conscient, en train d'être emmené vers le bloc. Personne ne m'a vu au début. Puis Chloé m'a aperçu. Ah, te voilà. Pas de bonjour, pas de « comment va Léa ?» Juste du soulagement parce que j'étais disponible. Ma mère m'a embrassé rapidement, comme si nous nous croisions au supermarché. Où est le bureau des admissions, a-t-elle demandé. Je lui ai demandé si quelqu'un voulait voir Léa avant l'opération de Marc. Il y a eu un court silence. Maman a dit, concentrons-nous sur une urgence à la fois. Une urgence à la fois. Je vivais dans l'urgence depuis 1 mois. Marc m'a regardé depuis son brancard. Il a grincé des dents mais a réussi à parler. Tu peux gérer les formulaires d'assurance? Ils disent qu'ils ont besoin d'une caution avant de programmer l'intervention. Le mot « caution » a résonné dans ma tête. J'ai demandé combien. 4 000 € d'avance pour les dépassements d'honoraires et la chambre, a-t-il dit. J'ai eu un rire nerveux. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était surréaliste. Il y a 4 semaines, j'avais atteint le plafond de ma carte de crédit juste pour couvrir un traitement que la mutuelle de Léa ne validait pas assez vite. J'avais vendu ma vieille voiture sur Leboncoin pour faire face au coût croissant. Je n'en avais parlé à personne. Il ne savait pas parce qu'il n'avait jamais demandé. Maman s'est approchée. Tu as des économies, Diane. Tu as toujours été la plus responsable. Responsable? Je l'ai regardé et j'ai réalisé quelque chose que j'avais évité de voir toute ma vie. Être responsable signifiait être utile. Cela signifiait être celle qu'on appelle quand tout va mal. Cela n'avait jamais signifié être soutenu. Je leur ai dit que je ne pouvais pas aider financièrement.
Chloé a froncé les sourcils. Donc, tu vas juste le laisser souffrir? La phrase m'a frappé plus fort qu'elle n'aurait dû. J'ai pointé du doigt le couloir vers la réanimation. Ma fille de 8 ans est inconsciente depuis un mois. Personne n'a répondu. Une infirmière a interrompu, demandant qui gérait l'autorisation de paiement. Tous les trois m'ont regardé. J'ai secoué la tête. Pas moi. Le visage de ma mère a changé alors. Pas de la colère, plutôt de la surprise. Tu vas vraiment tourner le dos à ton propre frère? J'ai pensé à l'emoji pouce levé. J'ai pensé à la chaise vide à côté de moi pendant 29 nuits. J'ai dit, je sais déjà ce qu'on ressent quand sa famille vous tourne le dos. L'infirmière a répété la question, qui est le responsable financier? Et pour la première fois de ma vie, j'ai reculé. C'est là que tout a explosé. Ça a explosé plus vite que je ne l'imaginais. Ma mère n'a pas crié. Elle s'est tue, ce qui était pire. Chloé s'est mise à parler de manière hystérique, disant que j'étais trop émotive et que ce n'était pas le moment de régler ses comptes. Ma tante Françoise a sorti son téléphone et a chuchoté à quelqu'un au sujet d'un prêt. Marc a été emmené vers le bloc, l'air confus et irrité. Je suis retournée vers la réanimation. Mon téléphone s'est mis à vibrer avant même que j'atteigne les portes. Le groupe WhatsApp s'affolait. Chloé, Diane, ce n'est pas le moment de vouloir prouver quelque chose. Maman, on t'a mieux élevé que ça. Marc, je t'aiderais si c'était l'inverse. Ce dernier message m'a stoppé net. Je suis retournée dans la chambre de Léa et je me suis assise. J'ai relu le message de Marc. Je t'aiderais, mais il ne l'avait pas fait. Pas pour Léa, pas même une visite. J'ai tapé une phrase, c'était l'inverse. Personne n'a répondu. 1 heure plus tard, ma mère m'a rappelé. Cette fois, sa voix était différente. Pas exigeante, mais calculatrice. L'hôpital va se retourner contre la maison si on ne couvre pas ça, a-t-elle dit. J'ai scié. Quelle maison? La maison de ton père. Elle est toujours à son nom. Si les dettes de Marc augmentent et qu'on co-signe n'importe quoi, cela pourrait affecter la succession. La succession. Cette maison devait être divisée entre nous trois lorsque maman partirait. C'était le seul véritable actif de notre famille. Et soudain, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas seulement de chirurgie. Ils avaient besoin de ma signature, de mes économies, de mon dossier financier propre. Si je signais, l'établissement serait rassuré. Le risque serait partagé. Il ne s'agissait pas d'aider Marc. Il s'agissait de protéger ce qu'il prévoyait de se partager plus tard. Je lui ai demandé directement, est-ce que c'est pour la maison? Elle a marqué une pause. Nous pensons au long terme. Le long terme? L'avenir de ma fille était le long terme. Ses frais médicaux étaient le long terme. Sa rééducation, si elle se réveillait, serait le long terme. J'ai dit à ma mère quelque chose que je n'avais jamais osé dire tout haut, Léa est mon seul projet à long terme. Il y a eu un silence. Puis elle a dit, alors tu l'as choisie, elle, plutôt que ta famille. J'ai regardé les machines autour de mon enfant, le respirateur, les 4 pompes à perfusion, le moniteur qui bipait régulièrement. Oui, j'ai dit, je l'ai choisi. Ce soir-là, l'opération de Marc a été retardée à cause de problèmes de paiement. Je n'ai pas bougé. Au lieu de cela, je me suis assise près de Léa et je lui ai raconté la fois où elle avait appris à faire du vélo sans les petits trous. Je lui ai dit à quel point elle était têtue, comment elle refusait d'abandonner. Vers minuit, mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, ce n'était pas ma famille. C'était un message interne du service. Les derniers examens de votre fille montrent une amélioration inattendue. Je l'ai lu 3 fois. Amélioration inattendue. Pour la première fois depuis des semaines, l'atmosphère a changé. Et en bas, ma famille se disputait encore pour de l'argent. Le lendemain matin, Léa a ouvert les yeux. Pas complètement, pas comme dans les films, mais assez. Ses doigts ont bougé d'abord, puis ses paupières ont frémi. Une infirmière a appelé le médecin.
Les machines ont commencé à émettre des sons différents. Je suis restée là, pétrifiée, ayant peur de respirer trop fort au cas où ce serait temporaire, mais ça ne l'était pas. Elle a serré ma main. Ce seul mouvement a fait plus de bruit que n'importe quelle dispute à l'étage du dessous. L'après-midi, les médecins étaient prudemment optimistes. Ils ont parlé de réduire la sédation, de réponses neurologiques, des prochaines étapes. C'était le premier véritable espoir qu'on me donnait en un mois. Je suis sortie dans le couloir et j'ai enfin regardé mon téléphone. 27 nouveaux messages. L'opération de Marc avait finalement eu lieu. Ma mère et Chloé avaient convaincu un oncle de se porter caution. Il y avait encore des dettes, mais c'était réglé. Le ton des messages avait changé. Maman, on est contente que tu sois là si jamais il a besoin de quelque chose. Chloé, on sait que c'est stressant pour toi aussi. Marc, je suppose qu'on a tous nos problèmes. Nos problèmes ? Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je suis allée à la cafétéria de l'hôpital et je me suis acheté un vrai repas pour la première fois depuis des semaines. Je me suis assise seule et j'ai réalisé quelque chose d'inconfortable. Je n'étais plus en colère. J'en avais juste fini. Il y a une différence. La colère attend un changement. En avoir fini signifie que l'on comprend que rien ne changera jamais. Au cours des jours suivants, l'état de Léa s'est amélioré lentement. Elle pouvait chuchoter à la fin de la semaine. Elle m'a demandé pourquoi j'avais l'air si fatiguée. Je lui ai dit que j'avais fait du camping à l'intérieur. Ma famille n'est jamais montée la voir. Pas une seule fois, alors qu'ils étaient dans le même bâtiment. Marc est sorti de l'hôpital avant que Léa ne quitte la réanimation. Il a envoyé un SMS, « Merci pour rien, mais j'espère que Léa va bien. » C'était tout. J'ai fixé ce message plus longtemps que je n'aurais dû. Cela confirmait tout. Je suis allée dans mes contacts et j'ai ouvert le groupe familial. Je n'ai rien annoncé. Je ne me suis pas expliqué. J'ai simplement quitté le groupe. Ensuite, j'ai bloqué chaque numéro un par un. Marc, Chloé, ma mère, tante Françoise. C'était étrangement calme après cela. Pas dramatique, pas explosif, juste propre. 2 semaines plus tard, Léa a été transférée hors des soins intensifs. Elle avait besoin de rééducation et de suivi, mais elle était réveillée. Elle était là. Une nuit, alors qu'elle dormait dans une chambre d'hôpital classique, j'ai consulté mes mails. Il y avait un message de ma mère. Elle s'était créée une nouvelle adresse mail. Objet, il faut qu'on parle de la maison. Je l'ai supprimée sans l'ouvrir. Certaines personnes ne se souviennent de vous que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose. Je l'ai appris à la dure. Et j'ai aussi appris autre chose. Quand tout s'effondre, on découvre exactement qui se tient à nos côtés. Parfois, c'est juste soi-même. Et c'est suffisant. Léa est rentrée à la maison un mardi. Pas de ballon, pas de parade, juste moi portant son sac de nuit d'une main et la soutenant de l'autre alors que nous montions les marches de notre appartement. L'endroit était exactement le même que le jour où nous étions partis pour ce goûter d'anniversaire. Ses chaussures près de la porte, son sac à dos sur la chaise, un dessin inachevé sur la table de la cuisine. J'avais l'impression que nous étions partis depuis des années. La guérison n'a pas été spectaculaire. Elle a été lente, contraignante et coûteuse. Kinésithérapie 2 fois par semaine, rendez-vous en cardiologie, suivi neurologique, les factures s'empilaient proprement dans un dossier que je gardais dans le tiroir de la cuisine. J'ai pris des missions de comptabilité en freelance la nuit après que Léa se soit endormie. J'ai vendu quelques bijoux que je ne portais plus depuis des années. J'ai renégocié mon crédit. Je n'en ai parlé à personne. Il n'y avait personne à qui le dire. Environ un mois après notre retour, une lettre recommandée est arrivée de l'avocat de ma mère. C'était formel et poli. Cela expliquait qu'en raison des récentes tensions familiales, ma mère restructurait son patrimoine. La maison serait désormais léguée entièrement à Marc car il avait des besoins financiers et médicaux persistants. Il y avait un paragraphe disant que ce n'était pas personnel, qu'elle espérait que je comprendrais. Je me suis assise à la table de la cuisine et je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai ri.
Pas parce que c'était drôle, mais parce que cela rendait enfin tout plus simple. La maison avait toujours été un moyen de pression, une promesse future pour nous garder liés. Une raison de tolérer l'intolérable, un rappel que la famille passe avant tout. Maintenant, elle n'était plus là, et avec elle, le dernier fil invisible s'était rompu. Je n'ai pas répondu à l'avocat. Je n'ai pas appelé ma mère. Au lieu de cela, j'ai ouvert un nouveau compte d'épargne le lendemain matin. Pas pour les urgences, pas pour les obligations familiales. Pour Léa. Je l'ai nommée « jour meilleur ». Les mois ont passé. Léa a forci. Elle est retournée à l'école à mi-temps. Le premier après-midi, elle a couru à travers la cour de récréation sans s'arrêter. Je me suis assise dans ma voiture et j'ai pleuré là où personne ne pouvait me voir. Mon téléphone restait silencieux. Pas de visite surprise, pas d'excuses, pas de tentative de réparer quoi que ce soit. Et ce silence a cessé de me peser. Un soir, Léa m'a demandé quelque chose pendant que nous préparions le dîner. « Maman, pourquoi on ne voit plus mamie ?» Je ne lui ai pas fait de réponse dramatique. J'ai juste dit, parfois, les gens te montrent qui ils sont vraiment quand les choses deviennent difficiles. Elle y a réfléchi et a hoché la tête, comme si c'était logique. Parce que ça l'est. La vie m'a frappé plus fort que je ne pensais pouvoir le supporter. Il y a eu des nuits dans cette salle d'attente d'hôpital où je me suis sentie totalement seule. Mais je me trompais sur une chose. Je n'étais pas seule. Je m'avais, moi. Et j'avais la main de ma fille qui serrait la mienne. C'était suffisant. Je ne hais pas ma famille. Je les ai simplement effacés. Et pour la première fois de ma vie, je n'attends plus que quelqu'un apparaisse.